Tima, Paul, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur l'émission. On a discuté un peu avant de commencer l'enregistrement à propos de la pertinence du sujet, de l'impact social et de l'investissement. Peut-être première question pour vous deux, ça serait, pour vous, c'est quoi l'investissement d'impact? Qu'est-ce que ça signifie? Si je peux, je vais répondre. D'abord, il faut pas confondre l'analyse d'impact, toute organisation, quelle qu'elle soit, petite, grande, à but lucratif, sans but lucratif, listée en bourse, privée. Ils ont tous un impact négatif à gérer et parfois, il y en a qui génèrent aussi des impacts positifs. Donc aujourd'hui, on rentre dans un monde où toute organisation, tout prêteur, tout investisseur devra un jour prendre en compte non pas seulement que les états financiers, mais le bilan d'impact de toute organisation. Il ne faut pas confondre avec l'impact investing, qui est d'investir dans ces entreprises qui ont un bilan d'impact exceptionnel et qui sont très rares et très petites. C'est deux choses. Donc, chez Impact Finance, on viendra encore à ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est faire des bilans d'impact sur toute organisation, quelle qu'elle soit, pour s'assurer que les investisseurs, les prêteurs puissent avoir de la donnée qualitative comparable de chacune des organisations dans lesquelles elles investissent ou à qui elles prêtent pour capitaliser et puis orienter le capital vers ces organisations qui, en plus de diminuer l'impact négatif qu'elles ont, génèrent de plus en plus d'impact positif en transformant leur modèle d'affaires. Donc, il ne faut pas confondre bilan d'impact, analyse d'impact qui s'adresse à tous et impact investing qui est d'investir dans les meilleures entreprises qui ont le meilleur impact. Et ça, c'est une petite niche très petite. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Intéressant donc. C'est très clair. Je crois que ça définit très bien votre marché adressable, qui est toutes les entreprises, parce que toutes les entreprises, même les compagnies de pétrole, vont générer du bon et du mauvais. Donc, c'est une question de mesure. Et pour toi, Tima, une des cofondatrices, évidemment, qu'est-ce qui t'a motivé de te lancer en affaires? Si je comprends bien, c'est ta première start-up. Donc, peut-être parler un peu de ta motivation un peu. Pourquoi toi, personnellement, je vais rebondir la question aussi par la suite à Paul, là, mais Paul, je crois que tu as un peu plus d'expérience comme entrepreneur. Donc, je vais commencer par Tima. Moi, je viens d'un monde, je viens de France déjà, et je connaissais pas vraiment le monde de la start-up, certes, mais je viens du monde du développement durable. Donc, j'avais cofondé également une organisation à but non lucratif sur les enjeux du développement durable. Vraiment, que ce soit les énergies, l'économie sociale et solidaire, etc. J'avais une vision très globale, mais aussi une vision très on va dire militante et très sensibilisation, accompagner les citoyens, accompagner les gens pour qu'il y ait une transformation. En rencontrant Paul sur ce projet-là, je me suis dit que c'était aussi l'opportunité de rendre ça très concret. Et en fait, c'est un changement de posture, mais pour moi, le combat reste le même d'une certaine manière. C'est faire bouger les lignes. Et parce que le statu quo ne me convient pas en termes de tous ces enjeux socio-environnementaux et là où va le monde en fait. Et c'est juste une autre approche qui est légèrement différente mais complémentaire. Et donc voilà, c'est ça qui me motive. Moi. Toi, Paul? Et pour toi, Paul, qui vient du monde peut-être un peu plus capitaliste, si j'ai compris ta carrière, mais évidemment là avec un tournant très, évidemment, développement durable, impact social, j'aimerais t'entendre un peu sur ta philosophie. Ouais, capitaliste, c'est-à-dire que je suis un entrepreneur. Puis un entrepreneur n'est pas nécessairement un capitaliste. Faut faire la différence. Un Ok, c'est une bonne entrepreneur, distinction. J'aime ça. Désolé. Alors, non, mais c'est hyper important. La plupart des entrepreneurs que je connais, le rêve, c'est pas de faire des millions. Ça, c'est les banquiers puis les financiers. Mais le rêve, c'est de créer une entreprise qui est pérenne et qui perdure dans le temps et de réaliser le rêve, c'est de créer une entreprise d'abord. Et ensuite, la conséquence, c'est de réussir au niveau financier. Donc, il faut pas confondre les deux choses. Et donc, oui, j'ai été un entrepreneur depuis une vingtaine d'années et j'ai toujours utilisé la finance parce que c'est un outil, la finance, pour te permettre de bâtir des choses. Mais je me suis aperçu que la finance, surtout quand j'ai créé une entreprise que j'ai mis sur la bourse de Toronto en 2000, je me suis aperçu comment la finance avait des dérives hallucinantes.
Et je me suis intéressé donc depuis des années 2000, à l'histoire de la finance, à la sociologie de la finance, à la création monétaire, le rôle des banques d'affaires, le rôle des banques à dépôt, les assureurs, les agences de notation, etc. Et aujourd'hui, je suis absolument convaincu que le bordel dans lequel on est rendu, c'est-à-dire l'économie surfinanciarisée, qui ne tient pas compte et qui a des conséquences négatives sur la répartition des richesses, sur la biodiversité, sur l'environnement, etc., ben fait en sorte que il faut transformer. Faut se transformer. C'est pas un jugement moral, c'est un jugement factuel, scientifique aussi, de dire on est en transformation aujourd'hui et la bonne nouvelle, c'est que depuis le COVID, les choses s'accélèrent. Et ce qui m'intéressait, moi, comme entrepreneur, qui utilise de l'innovation pour transformer des choses, donc là, je donnais un sens à mes capacités d'entrepreneur de créer une entreprise, d'utiliser de la tech pour faire en sorte de participer à essayer de faire face et de régler des problèmes socio-environnementaux auxquels on fait tous face. Donc, c'est ça ma motivation aujourd'hui. Ouais. Très, très honorable, je trouve, comme j'avais dit, très pertinent où ce qu'on vit, j'allais dire, dans la croisée de chemin. On a vu évidemment la conférence sur le climat juste la semaine dernière et les enjeux mondiaux ne font qu'augmenter. Comment est-ce que vous avez transformé cet enjeu en idée d'affaires? Donc, comment est-ce que vous avez eu l'idée pour Impact Finance? Je sais pas, ben écoute, c'est vraiment une idée à la base où on pense et on est convaincu que le capital, l'argent, qui est ni bon ni mauvais, s'il est orienté auprès des entreprises qui souhaitent non pas seulement réduire les impacts négatifs que toute organisation a, mais en plus générer des impacts positifs sur l'environnement et le social, on a une chance de s'en sortir. Et il y a d'énormes capitaux qui se dirigent un peu n'importe où aujourd'hui. Donc, on s'est dit que si on voulait pouvoir aller au-delà de juste les bonnes intentions et la philanthropie, mais de créer un changement systémique dans lequel on est en pleine transformation, on s'était dit qu'en utilisant la technologie au service de la mesure et de la transparence d'un bilan d'impact d'une organisation pour le secteur financier, on aurait une chance de diriger du capital de plus en plus vers ces organisations qui diminuent leur impact négatif et augmentent les impacts positifs. Mais la règle de base, pour que ce soit systémique, c'est que tout le monde, que les régulateurs et que la transparence de l'impact réel soit disponible et soit rendu utilisable dans le processus d'affaires des banquiers et des investisseurs. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On se dit que même les financiers ont un cœur, même les financiers ont des enfants, veulent avoir un héritage. Je pense que à partir du moment où les gens savent, eh ben ils peuvent agir. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire. C'est que tu peux plus faire comme si tu savais pas à partir du moment où on t'a mis le portrait juste de ton impact social et environnemental. Et après, libre à chacun de faire des choix les plus pertinents possibles. Mais on sait que l'enjeu aujourd'hui, enfin les multiples enjeux qu'on vit aujourd'hui sur la planète, si on suit où est mis l'argent, ben on comprend où vient le problème. Donc si tout d'un coup cet argent est redirigé vers les choses qui sont plutôt soit réparatrices, soit bénéfiques, il me semble qu'on aurait gagné une partie de notre famille. Et la vision, si on revient à la vision d'affaires, c'est qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on est dans ces années de transformation de ce qu'on appelle l'économie financiarisée, qui est toxique pour l'environnement et le social, vers ce qu'on appelle l'économie d'impact. Et ça va prendre 3, 4, 5, 6 ans pour que ça soit mainstream. Mais c'est quoi l'économie d'impact? C'est une économie où chacun des acteurs économiques, qu'ils soient des prêteurs, qu'ils soient des investisseurs, qu'ils soient des grands acheteurs, qu'ils soient des sociétés, des villes, des États qui taxent, prendront des décisions non plus seulement que sur les états financiers, mais sur un bilan d'impact de toute organisation qui est sur la base d'un bilan transparent, standardisé, audité par des tiers, comme c'est le cas dans le monde de l'état financier, des états financiers. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va là. Écoutez la nouvelle qu'il y a eu à Montréal récemment, l'IFRS, qui est l'organisation qui a standardisé les états financiers, crée l'ISSB, qui est International Sustainable Standards Board, va être basé à Francfort et à Montréal
Et ça va être obligatoire d'ici quelques mois, partout dans le monde, de publier l'état de son impact environnemental et sociétal. Donc, ce qu'on a créé en 2017, on avait quelques années d'avance, mais l'Europe y est déjà et c'est maintenant rendu en Amérique du Nord et d'ici quelques années, it will be a must-have. Ça va être obligatoire pour tout le monde, ça va être mandatory, ça va être obligatoire de publier son bilan d'impact et pour les banquiers et pour les investisseurs, de publier le bilan d'impact année après année de leur portfolio, de la même façon qu'ils publient leurs états financiers puis leur bilan financier. Même manière. C'est vers là que ça va. Oui, c'est très intéressant. J'aime l'analogie que j'aime utiliser pour le capital. Pour moi, l'argent, le capital, c'est une forme d'énergie. Donc, votre mission, c'est de mettre la lumière sur comment est-ce qu'une organisation peut génère, en fait, son impact social, bon, mauvais, moyen. Et donc, en mettant cette lumière, cette emphase, là, un investisseur peut avoir la chance pour rediriger cette énergie vers les entreprises qui génèrent du bon pour le monde. Comment est-ce que vous répondez à la critique de retour? Est-ce que les entreprises qui font du bien vont générer un rendement nécessairement plus faible parce qu'ils sont axés moins sur les profits? Ou est-ce que c'est le cas inverse qu'on entend aussi souvent parler qu'aujourd'hui, une entreprise qui fait du bien pour le monde va aussi générer des profits, comme on dit en anglais, do well by doing good. Donc, curieux de vous entendre sur comment, dans vos discussions avec vos clients dans le monde financier, comment ils perçoivent ces dichotomies. Ben en fait, je vais donner une analogie. Si aujourd'hui on tenait compte des bilans environnementaux de BP sur leur bilan financier, ça serait un très mauvais investissement. Et bientôt, ça va pas être un choix, ça va être obligatoire que toute organisation devront mettre dans leur bilan financier les bilans négatifs au niveau environnemental et sociétal. Et ça s'en vient. Justement, cette semaine, à la COP 26 à Glasgow, on discute de toutes sortes de manières. Justement, un des projets, c'est le Impact Weighted Accounting, qui dit que lorsque on aura un consensus international de calculer, par exemple, le bilan carbone, par exemple, la route, tout ce qui est le chocolat, tout ce qui est le café, tout ce qu'on pourra évaluer devra un jour être dans le bilan financier et souvent, ça sera des impacts négatifs. Et ça, aujourd'hui, du rendement, si on parle du rendement, le ROI, il va être plombé, mais à fond. Deuxième chose aujourd'hui, c'est qu'encore là, si on parle des risques environnementaux, sociétaux, les inondations, les sécheresses, etc., aujourd'hui, c'est obligatoire au niveau européen avec le EBA, le European Banking Association, de calculer dans le risque des prêts auxquels ils font des prêts qu'ils font auprès de leurs entreprises clientes, de calculer le risque environnemental, sociétal, relié justement à toutes l'augmentation de ces crises climatiques, ces crises environnementales, ces crises aussi sociales. Donc, alors revenons sur le rendement. Aujourd'hui, si on n'en tient pas compte, on va s'apercevoir d'ici quelques années que ça sera des bien mauvais placements qu'on fait. Donc, c'est purement financier, au niveau purement financier, les entreprises dans lesquelles on investit aujourd'hui qui se transforment réellement vont avoir de meilleures performances financières, ce qu'on appelle le alpha, que ceux qui ne tiennent ni compte des impacts négatifs et ne veulent pas transformer leur modèle d'affaires pour générer des impacts positifs. Et ça, c'est démontré de plus en plus. Donc, j'imagine un des enjeux que vous avez, c'est de s'assurer que quand vous faites cette comparaison, que des métriques que vous mettrez en place dans vos tableaux de bord, que vous exposez, j'imagine, aux investisseurs, sont comparables. Donc, c'est ça un peu la difficulté que j'ai dans ce monde de ESG ou investissement d'impact. C'est comment est-ce qu'on peut rendre des entreprises de domaines complètement différents assez uniformes pour qu'on puisse avoir une lecture, pas juste sur 2, mais sur 200 ou 2000 entreprises? C'est une très bonne question. Mais il faut pas que tu confondes la première génération d'entreprises qui faisaient ce qu'on appelle des bilans, des données ESG. La première génération ils avaient tous des méthodos maison avec des approches complètement black box, donc non transparentes et non comparables. Et ça, effectivement, aujourd'hui, c'est décrié dans le marché. Mais nous, on est la seconde génération qui ne font pas affaire avec
on n'a pas inventé une méthodologie, on a plutôt productisé, donc on a mis en place une méthodologie qui est le plus gros consensuel international de comment est-ce qu'on fait un bilan d'impact, une analyse d'impact, qui s'appelle l'IMP, le Impact Management Project. Et ce Impact Management Project, aujourd'hui, permet justement de comparer des pommes et des pommes, et on a développé sur cet IMP, on produit des bilans d'impact qui sont comparables avec le langage commun qui sont les 17 ODD et les 164 objectifs et les 225 indicateurs des ODD de l'ONU, et qui permet justement de comparer des pommes et des pommes, peu importe le secteur, peu importe la grosseur, peu importe la géographie. Parce que tous ces indicateurs sont contextualisés. Ce qui nous permet, chez Impact, d'avoir créé un score qui s'appelle le score d'impact, qui est basé sur des données contextualisées et qui permet justement, même si un score c'est jamais parfait, d'appliquer une méthodologie similaire à chacune des organisations pour voir l'évolution de ces organisations par rapport à la gouvernance, la mitigation des impacts négatifs et les impacts positifs. Non, super intéressant. Évidemment, vous êtes une entreprise qui est issue du monde technologique, donc vous faites du software. Donc, Tima, j'aimerais peut-être entendre sur comment est-ce que vous préservez vos valeurs externes que vous avez, évidemment, qui prônent évidemment l'impact social, mais en bâtissant une culture de performance à l'interne. Curieux de t'entendre un peu. Tout un défi, je te cacherai pas, c'est tout un défi. On est toujours comment dire. En fait, c'est un défi de tous les instants. C'est surtout ça. C'est que il suffirait pas de signer une charte de valeurs et de se dire c'est bon, ça y est, tout est en place. On a, je dirais, peut-être sur le chapitre le plus connu, on est une B Corp. Donc vraiment c'est business as a force for good. Donc au moins on remplit une charte, on a un certain nombre de conditions à remplir qui nous servent un petit peu de ligne conductrice sur un certain nombre de chapitres. Je sais pas si vous connaissez les B Corp, mais en gros c'est sur community, environment, governance, clients et workers. Donc c'est vraiment des chapitres importants et à la fois principalement au niveau des employés, de la gouvernance et puis comment on s'implique éventuellement dans la communauté. Donc c'est vraiment prendre en considération tout un tas de choses et ça nous oblige à nous de faire notre propre bilan d'impact, de mesurer notre propre score d'impact. Ça nous oblige à chaque instance, à chaque fois qu'on doit faire une dépense, à chaque fois qu'on doit prendre une décision importante, c'est se poser la question si on est toujours en lien avec nos valeurs. Mais ça veut dire aussi qu'on a voulu mettre en place un type d'organisation assez, on va dire, horizontale, parce que moi, je pars du principe que je veux que toutes les personnes qui travaillent chez nous, on s'adresse à leur intelligence. L'intelligence collective, c'est la somme de toutes les intelligences des personnes qui sont sur place. Et ils nous le rendent bien. Ça fait qu'on est une équipe hyper engagée. Voilà, je sais pas comment l'expliquer avec plus de mots que ça, c'est vraiment un engagement incroyable. On les recrute sur leurs valeurs, c'est parce qu'ils y croient qu'ils sont là, et c'est parce que on fait confiance en leur intelligence qu'ils y restent. Donc c'est toute une dynamique d'équipe humaine qui fait que si à un moment donné moi j'oublie une valeur, t'inquiète pas qu'ils viennent me le rappeler, et tout le monde veut participer à sa juste valeur, et en étant très au clair à ce qu'ils peuvent amener et ce qu'ils peuvent pas amener. Mais je te dis, on est tous les gardiens de ces valeurs et on a plusieurs outils pour ça. Notre théorie du changement nous aide, B Corp nous aide et tant d'autres. Et on essaye comme ça de faire vivre. Et ça nous a fait d'être aussi en lien et ancrés dans nos valeurs. À mon avis, c'est ce qui nous a permis de passer un certain nombre de crises qu'on n'aurait pas passé si on tenait pas tant à faire vivre notre mission et nos valeurs. Parce que si je me permets, c'est que le défi aujourd'hui, c'est qu'on s'adresse, nous, et puis ça c'est important, nous, nos clientèles, on est ce qu'on appelle investor base. C'est-à-dire que ceux qui nous payent pour les services et produits qu'on vend, ce sont les banquiers et ou les investisseurs institutionnels. Pour éviter les conflits d'intérêts de faire des bilans d'impact, d'être payés par ceux qu'on analyse, quoi. Et ce défi-là est important parce qu'on est dans un monde qui est le secteur financier où le short term, le court terme, est roi. Et si c'est pas obligatoire, on le fait pas. Donc,
on est rapidement dans un monde où, de façon très court-termiste, la plupart des managers qui ont été formatés, puis je dis bien programmés et formatés par les écoles de gestion, qui pensent au court-termiste et puis à l'école de Chicago, qui était la maximisation des profits, ben, s'ils n'ont pas besoin de faire quelque chose, et si ils le font pas, et s'ils ont l'obligation, ils le font pour se rendre au prochain trimestre. Donc, ce qu'on appelle le Band-Aid. Et nous, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui prend du temps, parce que faire un bilan d'impact sérieux, ça prend un certain temps, et c'est des humains en plus de la tech, mais ça coûte plus cher. Mais c'est un investissement qui en vaut la chandelle parce que c'est cette transformation-là que le secteur financier est actuellement à vivre est la plus grosse transformation depuis 70 ans, qui est celle d'intégrer dans leur processus décisionnel des données d'impact qui soient de haute qualité. Mais c'est un changement qui est plus que technique, c'est un changement de paradigme. De demander à quelqu'un qui fait de la gestion de risque de plus juste regarder les bilans financiers, mais regarder les éléments d'impact, c'est hallucinant. De demander à un portfolio manager d'investir pas seulement dans des entreprises qui performent au niveau de la finance, mais qui regardent des indicateurs environnementaux, sociétaux, de gouvernance. It's a paradigm shift. C'est un énorme changement de paradigme qui demande beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, notre défi à nous, pour revenir sur notre organisation, c'est qu'on veut maintenir la qualité et on veut justement pas tomber dans le pitfall, le piège du greenwashing et de l'epackwashing. Donc, on doit tenir le fort. Et même s'il y a un client qui dit, ouais, on a juste besoin de tel indicateur, on peut pas faire ça. C'est contre notre mission de ne pas donner un contexte pour qu'on puisse, pour que notre client l'utilise à sa guise, mais plutôt dans un contexte où on raconte et on tient compte d'un bilan d'impact global. Donc, c'est un défi de rentabilité, c'est un défi de ne pas d'accepter de faire des mandats qui réduit l'impact et la rigueur de notre analyse d'impact. Donc, c'est avec l'équipe interne, elle se doit absolument de partager des valeurs et de trouver une manière de toujours pas être trop avancé, mais juste assez avancé, puis de maintenir la rigueur de ce qu'on fait comme produit. Donc, ça se vit à la fois dans le produit et à la fois en interne. J'imagine que, comme tu as mentionné, Paul, un des enjeux, c'est vraiment la nature humaine, tu sais, surtout pour des personnes qui ont fait leur métier d'une certaine façon, de les convaincre maintenant qu'il y a tout un autre monde qui apparaît. Mais évidemment, c'est pas un secret. Je crois que c'est quand même assez bien indiqué. Comment vous voyez votre organisation comme agent de changement? Comment est-ce que vous aidez en dehors du produit que vous faites pour essayer d'aider au monde à réfléchir différemment à ce nouveau contexte? En dehors de notre produit, tu veux dire à l'intérieur de l'organisation? Mais commence à l'intérieur, puis je ferai à l'extérieur. En tous les cas, nous, à l'intérieur, je parlais d'intelligence collective tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on essaie de faire vivre, encore une fois, au quotidien. On a tout un tas d'événements qui nous permettent de partager un peu, tu vois. On a des choses assez classiques comme les Lunch and Learn, qui est pris des initiatives de chacun des individus de l'organisation, soit qui veulent partager une expérience, soit faire réfléchir. On a eu l'occasion, ça a démarré assez fort au moment du meurtre de George Floyd l'année dernière, par exemple, où on a beaucoup échangé sur les enjeux du racisme. Ça pourrait paraître éloigné par rapport à Impact Finance, mais c'était un enjeu social enfin, toute l'équipe était baignée dedans, en fait. Et on se posait plein de questions. Tous ensemble, on a un peu co-construit, on s'est fait une tête, on s'est formé, on a essayé de mieux comprendre. Ça a eu plusieurs effets, ça nous a rapprochés. Il y a eu des témoignages importants, hyper touchants, et ça nous a permis de nous sensibiliser à la différence. Et puis après coup, une fois qu'on a compris ça, on s'est dit, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Impact? Puis on a commencé à réfléchir tous ensemble. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où on réfléchit sur une thématique ensemble et puis qu'on l'a bâti, finalement, en tant qu'humain, on a déjà grandi individuellement. En tant que groupe, on a avancé, on a appris à travailler et à réfléchir ensemble. Et en tant qu'entreprise, on a peut-être déjà d'autres choses à proposer. Et en fait, ça, c'est sur plusieurs sujets qu'on a commencé à avancer comme ça. Donc, en fait, je pense que à partir du moment où les individus à l'intérieur de l'organisation commencent à grandir, forcément, ça se reproduit sur le produit. Et je vais tomber sur le produit, comment ça s'est fait à l'extérieur. Je vais raconter une histoire qui vient de se passer la semaine passée.
ou un de nos gros clients, une grosse banque française, on lui envoie le bilan d'impact d'une grosse organisation dont je tairai le nom. C'est un chocolatier dont le nom, c'est une planète. Je dirais pas qui. On va essayer de deviner, mais c'est difficile. Mais qui a un extrêmement mauvais bilan d'impact. Et le banquier qui a cette entreprise comme client disait oui, mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est un jugement de valeur? Et puis notre client interne qui disait à son patron non, c'est une analyse sérieuse et qui est vraiment rigoureuse par rapport à la chaîne de valeur, le supply chain du chocolat et de l'huile de palme. Voici les conséquences A, B, C. Et on s'aperçoit que l'impact, on n'aime pas ce mot-là au Québec, c'est systémique. C'est systémique et systématique. Et puis, après, pendant 2 semaines d'obstination de notre client interne qui parlait à son patron, qui était fâché parce qu'il y avait vraiment un mauvais bilan d'impact, en envoyant de la documentation, en montrant la chaîne de valeur puis le supply chain sur le chocolat, comment ça peut être extrêmement nuisible sur l'environnement, sur les populations, sur sur tout ce qui est évasion fiscale et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ben, il s'est aperçu, il est revenu 2 semaines après, puis il a dit ouais, je viens de comprendre qu'effectivement, ça peut être très nocif et c'est pas banal d'acheter du chocolat à un fournisseur A ou à un fournisseur B. Et c'est pas banal d'acheter de l'huile de palme ou d'acheter d'autres choses. Et je m'aperçois, moi, comme banquier d'expérience de 30 ans, que j'ai tout à réapprendre sur tous les secteurs industriels. Et c'est une question d'éducation. Et c'est une question de partage de l'information. Et c'est ça, le changement de paradigme dont je fais. Parce que l'impact, c'est systémique et c'est beaucoup plus profond qu'on pense et ça requiert une nouvelle éducation, un nouvel apprentissage des conséquences systémiques de chaque impact. Donc ça, c'est un bon exemple. On accompagne par notre rigueur, par notre communication, des clients qui auront un impact majeur, mais majeur sur les flux de capitaux. Ça doit être très inspirant quand vous voyez ce genre d'histoire où est-ce que vous êtes des vrais acteurs de changement. Donc, on utilise le terme impact dans plusieurs sens du terme. On a rigolé un peu avant, là, je vais parler du marché adressable, mais évidemment, là, on voit clairement que votre taille, votre tarte peut être énorme. C'est quoi votre vision? C'est quoi la grandeur que vous voulez rendre votre organisation? Est-ce que vous voulez aller chercher des fonds, faire la game du capital de risque ou juste curieux de vous entendre sur vos ambitions? Ben, écoute, je vais faire paniquer Tima ici parce que c'est elle qui s'occupe du staffing et de l'organisation interne. Mais on vise à être le Bloomberg, le Standard & Poor's de l'impact et d'avoir la plus grosse base de données d'impact qualitative, comparable et complète. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché, malheureusement, on parlait d'organisations avec qui tu travaillais au Canada, par exemple, c'est un exemple, on est 3, 4, 5 ans en retard. On n'a pas des systèmes comparables. Donc, des fonds qui disent faire de l'impact et qui n'utilisent pas une moyenne mesure qui soit auditée par des tiers pour qu'ils puissent être comparés, ne font pas ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout du geste de l'impact. L'impact, c'est l'intentionnalité, c'est l'additionnalité, c'est la mesure et la comparabilité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, le marché potentiel pour nous est immense, évidemment. Il s'agit de tous les banques, il s'agit de tous les asset managers, tous les private equity firms, tous ceux qui ont des portfolios d'organisations dans lesquels ils investissent ou ils prêtent. Donc, c'est un énorme marché potentiel. Dis-moi, si je parle d'une vision, c'est un peu, tu l'as abordé tout à l'heure, c'est vraiment qu'on soit en mesure de comparer avec le même outil à terme les petites, les moyennes et les grandes entreprises et qu'on regarde aussi autant, voire plus, ça c'est mon rêve, mais au moins autant l'impact social et environnemental que le bilan financier. Exact. Et une des choses qui me fait toujours, qui m'a toujours interpellé souvent, il y a des gens qui disent ouais, c'est impossible de comparer un bilan d'impact avec d'une petite organisation avec une grande organisation cross-secteur.
Ouais, mais c'est exactement ce qu'il disait en 1933 avant que les IFRS rentrent en jeu, que c'était impossible de faire des bilans financiers sur un même modèle international dans tous les secteurs, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un banquier, il n'y a pas un prêteur, il n'y a pas un investisseur qui regarderait une entreprise si elle n'avait pas été auditée selon les normes comptables IFRS. Personne. Et il faut faire ça aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui, dans le monde de l'ESG, les banquiers et les investisseurs institutionnels investissaient dans des organisations qui avaient fait eux-mêmes leur bilan financier sur des méthodologies maison et qui regardaient seulement que les unités d'affaires qui étaient les plus rentables. C'est un peu ça l'image que je donne souvent à ce que c'est aujourd'hui les données ESG. Il faut aller plus loin aujourd'hui. Et la tendance aujourd'hui lourde avec les régulateurs au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, avec ce qui se passe au niveau de l'ISSB, qui est une organisation sœur de l'IFRS, qui est la maison mère qui tient l'IFRS à l'international, tout va vers cette direction-là, de standardiser avec de la rigueur, avec regarder les impacts négatifs à mitiger, regarder les impacts positifs et avec un langage commun qui sont les 17 ODD et les 164 objectifs sous-jacents. Ouais, clairement, cette tendance en le vent arrière, où est-ce que ça pousse? C'est quand il y a des fonds comme BlackRock, je sais que j'oublie exactement quel montant ils ont investi. J'imagine pour vous, quand un BlackRock dit, pour nous, l'investissement d'impact, le ESG, c'est quelque chose d'important. Pour vous, c'est juste un marché positif dans le marché. Ou est-ce que vous le regardez, comme tu avais dit avant, Paul, peut-être il y a des fois, il y a du greenwashing. Donc, curieux de vous entendre sur plus de fonds qui se prononcent, j'imagine, c'est une très bonne chose pour vous. Écoute, c'est une très bonne chose qu'ils se commettent, qu'ils disent. Maintenant, il faut qu'ils le fassent. Ouais, c'est They ça. need to walk the talk et ils le font pas encore. Mais Ouais. ils le disent. Ils le disent et ils se font rattraper par leurs paroles parce que les stakeholders, les parties prenantes, ils disent, vous l'avez dit, puis vous le faites pas. Il y a eu une grosse banque en Allemagne il y a un mois qui s'appelle DBW, qui, DWS, je crois, c'est ça, qui a perdu 25% de son stock market price, de sa valeur boursière, parce qu'elle a été prise à faire du greenwashing sur des données non sérieuses. Donc, c'est que le début. C'est que le début. Alors, tous ceux qui en parlent vont être obligés de le faire un jour. Donc, BlackRock est un bon exemple. Ne le font pas encore. Ils en parlent beaucoup, mais ils devront le faire. Excellent, excellent. Tima, Paul, j'apprécie énormément votre temps. C'était vraiment très inspirant. Peut-être une dernière question pour les personnes qui écoutent. S'ils veulent apprendre plus, comprendre un peu plus Impact Finance, comment vous faites, vous suivez, c'est quoi la meilleure façon? Bah, c'est sûr qu'on a un site internet, impactfinance.com, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et notre page LinkedIn, Impact Finance. Et c'est les meilleurs moyens pour nous joindre sur ces deux moyens-là. Ouais. Avec Ouais, ben, j'ai hâte d'avoir ton prochain IPO. Ouais, je suis pas sûr de faire un IPO. Ça, c'est une question qui est quand même importante. Mais c'est clair que on a comme entreprise, on a besoin d'être rentable, on a besoin de faire des profits. Même si on a une mission d'impact, il faut qu'on puisse être soutenable aussi. Et puis, je pense que ça sera pas un IPO cette fois-ci, ça va être plutôt se joindre à une grande organisation qui veut bien respecter notre gouvernance autonome, un peu comme Ben & Jerry's le sont dans un grand groupe. Super. Tima, Paul, merci encore. C'était vraiment un grand plaisir. Merci à toi. Merci.